Je suis très honorée d'introduire 5 abstracts ont été sélectionnés conséquemment. Maintenant, j'aimerais introduire nos modérateurs. Elle est professeure de santé planétaire à l'Université d'Australie. Malgré le fuseau horaire, nous savons que c'est très tôt pour vous. Nous vous remercions vos efforts pour être ici. Vous avez la parole. Merci. Merci, Philippe, et c'est un grand plaisir d'être dans cette session et d'avoir l'opportunité de la modérer. Je remercie à tous l'opportunité de faire partie de cette session si importante. Selon la publication récente, la brûlure de combustibles fossiles est la principale source de pollution de l'air. Elle contribue avec un taux élevé de maladies et de mortalité. Donc, de plus en plus, la brûlure de ces combustibles contribue au changement climatique. Donc, les conférenciers de cette session présenteront plusieurs aspects de cette session. Anastasia Montgomery de l'Université de Northeast et de l'Université de Audrey et Audrey de l'Université de Californie. Miriam Maria de l'Université de Californie à Los Angeles répondra aux questions d'une salle virtuelle en utilisant le chat de la plateforme parce qu'elle ne pourra pas être ici avec nous. Et enfin, Nitin Bohan, qui fait partie de l'Institut de sciences humaines de l'Inde, ne pourra pas être ici. Elle va répondre aux questions de la même façon. Je vous demande maintenant d'assister aux vidéos, de suivre les vidéos. Merci pour l'opportunité de présenter alors l'association entre PM2.5 de l'environnement et les enfants en dessous de 5 ans. Je vais partager alors des conséquences de ce type de pollution, surtout en Amérique latine, les effets de la PM2 et 5 liés aux modifications de la santé infantile, spécialement dans les villes qui ont un haut niveau de pollution de l'air. Dans cette étude, nous voulons évaluer ponctuellement les effets du PM2 et 5, comment ils mènent à la mortalité et à des maladies jusqu'à l'âge de 5 ans. Durant cette période, alors, nous avons inclus 337 villes de 100 000 habitants ou plus, également dans des unités administratives et des sous-villes. Nous avons collecté des informations sur la moyenne annuelle de PM2 et 5 et les taux de mortalité. Nous avons ici des résultats dans des taux de mortalité des enfants jusqu'à 5 ans. Nous avons évalué les caractéristiques des villes et la qualité de la pollution de l'air en analysant les taux de mortalité dans les sous-villes et leurs variables et covariables. Ici, nous pouvons trouver une augmentation en PM2 et 5 mène à une augmentation au taux de mortalité et également à des maladies pulmonaires et autres. Ici, nous avons une augmentation de 0,4%, ce qui mène à une mortalité plus grande, ce qui signifie, lorsque nous dépassons ces différences en PM2 et 5, des percentiles différents dans notre échantillon, nous arrivons à une augmentation de 8,7% dans le taux de mortalité infantile. Donc, il y a
une enfant de plus qui meurt à chaque 1000 nouveau-nés. Nous avons aussi les niveaux absolus dans ces taux de mortalité. Cette étude en Amérique latine montre des évidences dans d'autres régions. Il montre les effets du PM2 et 5 dans la population infantile. Il faut donc il est très important de diminuer la pollution de l'air aiderait dans la réduction du taux de mortalité infantile. Bonjour, merci d'être ici avec nous. Je suis Anastasia Montgomery. Je vais parler sur les co-bénéfices de l'électrification de la flotte véhiculaire de Chicago. C'est un problème. Elle participe au problème de la ville avec des usines d'énergie qui sont situées dans ce lieu d'habitation. Je vais me concentrer sur Chicago, qui travaille sur cela depuis 2012 pour arriver à des bénéfices climatiques. Donc, nous avons fait l'électrification des autobus. Pour commencer notre recherche, nous avons utilisé le modèle de transport qui s'appelle WRF et un simulateur. Et nous avons analysé plusieurs distances pour pouvoir analyser les changements sur la qualité de l'air. Pour le véhicule électrique, nous avons mesuré l'émission de plusieurs véhicules pour faire notre recherche, l'électrification des autobus et également des véhicules municipaux. Et là, nous avons les fonctions de réponse qui ont été capturées. Ici, nous avons le changement dans la composition de l'atmosphère de tous les scénarios avec les véhicules électriques, d'oxyde de carbone, d'ozone, de matériel articulé dans la ville de Chicago. Tout ceci est en relief. Lorsque les émissions sont réduites, nous voyons une augmentation de l'ozone. L'ozone est donc dépendant de l'émission de carbone et de NOx également. Ceci veut dire que si nous enlevons le NOx de l'ambiance saturée, nous allons créer un environnement qui ira tuer l'ozone, qui ira détruire l'ozone. L'ozone augmente dans les villes les week-ends parce qu'il n'y a pas le rush. Le bénéfice d'électrifier les véhicules municipaux, c'est de dépasser l'augmentation de l'ozone. Il y a une réduction de 1,4% en CO2 et nous avons une économie de 41 millions dans la santé. Nous avons fait plusieurs expériences. Il y a des changements sur les polluants qui résultent en des changements climatiques positifs et négatifs qui se compensent. Nous avons pu voir également l'augmentation de l'ozone. Donc, quel est l'impact sur ce matériel articulé? Il y a eu un changement dans les polluants avec l'électrification des véhicules et surtout l'électrification des autobus scolaires. Ça veut dire que ces politiques seraient bénéfiques du point de vue climatique et du point de vue de la santé. Je suis ici disponible pour les questions à la fin. Je m'appelle Abedobe et je vais parler sur les impacts sur les impacts de la pollution de l'air sur l'asthme à Californie. La Californie dispose d'un climat aride. Comme résultat, nous avons des corps d'eau qui ont été organisés qui ont été mises en fourrière. L'utilisation de l'eau par les agriculteurs ont été le résultat de lois non actualisées et aussi des politiques de prix. L'eau coûte 20 centimes de dollars par gallon. Malgré les sécheresses, malgré l'inflation, ce prix s'est maintenu. Donc, en tant que résultat, les pratiques agricoles ont été intensives dans l'utilisation de l'eau. Dans une étude récente en Californie, les agriculteurs ont été limités à irriguer de moindres portions de terre et à travailler dans la substitution des sources d'irrigation.
Ce type de paysage n'est pas incommun. Aujourd'hui, nous voyons à travers ces images de satellites combien les terres sont de plus en plus exposées à l'érosion par le vent. Ceci est significatif pour la population pédiatrique. Nous avons là un préjudice dans la croissance pulmonaire, au développement pulmonaire, au début de maladies pulmonaires. Nous avons 23% de familles qui sont en dessous de la ligne de pauvreté. Et en 2011 et 12, les chiffres de la sécheresse démontrent et à une augmentation et à l'asthme a doublé. Donc, l'objectif de notre étude a été d'étudier les effets du vent et du sel marin sur l'asthme infantile. Donc, le département pédiatrique de l'hôpital local a réalisé des diagnostics d'asthme. Nous avons de grandes aires qui ne sont pas peuplées, mais nous avons reçu des données du census pour les utiliser. Nous avons créé des aires poumons pour avoir un sens elliptique afin de réaliser l'étude. Ici, c'est le modèle de Hitzblick qui permet le contrôle, la surveillance de l'air avec une analyse tridimensionnelle, une trajectoire caractérisée entre 6 et 12 heures en 2016 et 2016. Cette trajectoire a été superposée ici sur l'aire d'exposition. Nous voyons que l'un ou plus de points se sont entrecroisés et ont été considérés des jours d'exposition à l'instabilité atmosphérique dans cette région. Nous utilisons alors une expression additionnelle. Nous comptons alors les jours d'exposition et nous les mettons en relation avec une méthode et avec la comptabilité de l'asthme pédiatrique dans cette population. Donc, les implications dans la santé seraient tournées vers les efforts de recherche futurs. Des résultats de cette recherche parlent d'événements environnementaux que l'on attend en augmentation en fréquence et en sévérité. Je suis Mijian Marlin, professeure assistante à UCLA, et je vais discuter ce projet de recherche que ce sont des événements de feu spontanés en Californie et ses conséquences sur la qualité de l'air. Je vais commencer à la contribution des incendies est une question de santé publique. La fumée des incendies contribue à plusieurs polluants. Notre équipe a fait des recherches sur la PM2.5 qui est dangereuse à la santé publique. Des études précédentes ont lié la fumée avec la mortalité et la morbidité respiratoire et quelques segments de la population sont plus exposés à ces effets sur la santé. Ceci nous mène à notre projet actuel. Nous voulions caractériser l'exposition à ce matériel particulier de fumée et son exposition. Nous voulions évaluer les émissions des incendies et de pollution atmosphérique résultant des incendies spontanés. Et là, nous allions voir les stratégies pour aider à réduire les reflets négatifs sur la santé humaine. Dans la première partie de l'analyse, nous avons calculé les émissions de l'incendie avec une autre résolution et également des événements individuels qui ont eu lieu en 2018, une année où il y a eu beaucoup d'incendies en Californie. Nous avons utilisé des données de satellites de haute résolution avec une amplitude de 30 mètres. À gauche, nous voyons le résultat de notre analyse. En rouge, nous avons les estimations et pour référence, nous avons l'inventaire d'émissions mondiales montré en gris en bas, nommé Dictance. La prochaine étape, c'est de modeler comment les émissions d'incendie peuvent impacter l'émission et la concentration de
fumée avec du matériel articulé. À gauche, nous voyons un modèle. Utilisons les émissions de GIFEX pour 2018. Nous réalisons avec un autre modèle. Utilisons des émissions remodelées avec un autre méthode et nous voyons qu'il y a une augmentation substantielle dans la fumée PM2.5 avec les estimations de haute résolution. Les messages ici, les messages que nous devons retenir, c'est que les incendies naturels ont une contribution importante à la pollution climatique. Nous incorporons des données de satellites pour détecter les émissions des événements, pour évaluer comment les politiques futures peuvent réduire les risques d'incendie. Merci. Ici, nous avons les collaborateurs qui nous connaissent et entrez en contact si vous avez des questions. Bonjour à tous. Je produis cette vidéo en tant qu'une partie du Lightning Tank pour intégrer l'événement de santé planétaire. Je suis Zambouk et je représente l'institut qui se trouve à Bangalore. Je vais parler de la pollution dans les aires urbaines et des maladies non transmissibles dans le sud asiatique. Les maladies non transmissibles s'appellent des ICDs. Je vais vous donner le contexte. Les maladies transmissibles continuent d'augmenter la morbidité et la mortalité, spécialement avec la pandémie de la COVID-19. Ceci démontre l'importance et l'urgence de renforcer les systèmes de prévention parce qu'il y a une haute mortalité dans les cas de COVID qui a été remarquée pour ceux qui avaient déjà d'autres comorbidités, surtout dans le sud-est asiatique. Ces pays ont traversé une grande croissance économique durant les années 90 et ce qui a amené à une amélioration substantielle dans l'indice de développement urbain. Une augmentation de la population urbaine a également eu lieu et ceci a démontré que le progrès économique est lié à l'amélioration de la situation de santé. Dans ce contexte, nous avons une transition épidémiologique, mais elle n'a pas été importante parce qu'elle a marqué le début d'une époque, d'une ère. Nous avons les maladies non communicables qui ont été prises en compte dans cette analyse. Nous avons des facteurs de risque métaboliques, des facteurs de risque environnementaux et des facteurs liés à des polluants qui peuvent augmenter la mortalité à cause des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Quelques-unes sont parmi les principales causes de mortalité selon une étude qui a été faite en 2019. En réalisant donc une analyse en utilisant les données de PIB de 2017, on a découvert qu'il y a une forte relation entre la région géographique et démographique et des indicateurs spécifiques de santé, mortalité, pollution atmosphérique et occupation des villes. Et il a été clair donc que le développement socio-économique, par exemple l'industrialisation rapide, est l'un des leviers de la pollution. Et ceci a une influence sur les maladies non communicables dans nos pays. Nous avons découvert d'autres sources de la pollution atmosphérique, la combustion de carburants fossiles, la poussière qui reste en suspension, la poussière de véhicules moteurs et la poussière des routes. Ceci a une influence sur la pollution atmosphérique. Et donc, on peut améliorer les demandes environnementales des régions urbaines. C'est critique de considérer les formes par lesquelles nous pouvons diminuer les maladies non communicables. Nous devons faire face aux risques environnementaux et nous devons aussi aborder la question de l'occupation, de la planification efficace pour créer des solutions comme la production d'espaces verts urbains. C'est l'une des solutions pour faire face aux défis de la santé mondiale. Nous devons avoir aussi des surfaces vertes et j'aimerais souligner l'importance de renforcer l'administration locale comme un agent important pour aborder les déterminantes de santé, les déterminantes sociales, y compris la pollution atmosphérique. Merci beaucoup.
de votre attention. Merci beaucoup et à tous les intervenants et j'aimerais rappeler tout le monde que quoi que nous avons écouté de Miridan et Dilligan, nous avons nous avons entendu parler des incendies en Californie et aussi Millicent a parlé de la pollution et tous les intervenants ne sont pas disponibles ici, donc vous pouvez faire vos questions, poser vos questions dans la salle de chat en utilisant la fonction de chat de la plateforme. Nous allons voir vos questions et nous allons focaliser avec les 3 premières intervenantes. J'aimerais faire un commentaire ici à propos de mon point de vue que les changements climatiques ont provoqué ces incendies dans plusieurs pays. Et nous avons eu plus de 400 morts liées en Californie, liées à la pollution et comme conséquence de ces incendies. Nous avons 3 intervenantes ici, Anna, Aubrey et Anastasia. Et la première question, je vais la poser à Anastasia. C'est à propos de la flotte qui a été électrifiée. Est-ce que vous pourrez nous donner une mesure de la taille de cette flotte? Quelle proportion elle occupe? Est-ce que vous avez une idée du nombre total de véhicules dans les rues? Quel pourcentage de la flotte municipale a été électrifiée? Oui, c'est une excellente question. Je ne suis pas sûre totalement du nombre exact de véhicules de la flotte par rapport en comparant au total de la flotte municipale. Mais je peux vous dire que la demande d'électricité après l'électrification a été de 1% de la demande totale de l'électricité de Chicago. Donc, c'est une petite proportion de notre flotte entière. Lorsque nous allons électrifier les autres véhicules, par exemple les véhicules de passagers, alors là, nous aurons plus de questions sur la cartographie des émissions. Mais excusez-moi, je n'ai pas la taille totale, mais c'est un nombre relativement plus bas de véhicules. Et bon, en parlant de ça, vous avez mentionné aussi plusieurs résultats par rapport à la santé. Vous avez cartographié quelques résultats de santé. Bon, en termes de ces résultats, de ces conséquences, nous avons cartographié la mortalité prémature, une estimation plus conservatrice, parce qu'en santé, euh, par exemple l'asthme, nous focalisons uniquement dans des matières particulières de l'ozone et la mortalité associée. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Si vous avez cartographié résultats spécifiques, conséquences spécifiques de santé, nous allons cartographier la mortalité prémature. C'est ça ce que nous avons cartographié. Il y a aussi des questions du chat pour Anna. Comment vous traduisez dans votre recherche vos résultats de recherche et de changements que nous pouvons réaliser? Et vous pouvez nous donner des exemples de comment le faire. En réalité, la personne dit, est-ce que vous avez des partenariats avec des organisations de défense de l'environnement? Merci de votre question. Je pense que l'objectif de montrer ces résultats, ils ont beaucoup d'impact, bien sûr, parce qu'ils affectent les enfants
et la mortalité infantile, qui est l'un des plus gros soucis en Amérique latine. La mortalité des enfants, nous avons vu, quoique nous ayons une réduction dans les dernières décennies, la mortalité des enfants est beaucoup très élevée dans cette région. L'étude n'a pas été encore publiée. Nous avons diffusé ces données dans ce webinaire. Nous essayons de parler à des parties liées. Je vois trois façons de montrer ça comme preuve. L'une, euh, comme j'ai dit dans la présentation, l'argument d'avoir de meilleures mesures de paramètres des questions de la région. Donc, les résultats, quoi qu'ils ont un impact en termes d'association, et c'est encore une moyenne mobile. Nous n'avons pas considéré encore les saisonnalités ou d'autres façons de déterminer, plus précise, d'évaluer cela. Donc, d'une façon de donner aux villes, euh, de donner cet argument. Donc, comme des mesures contre la pollution. Un autre point, c'est que ceci a attiré l'attention d'autres institutions qui évaluent l'impact environnemental, par exemple, du secteur de la construction civile et aussi de la circulation de véhicules. Surtout en Amérique du Sud, la plus grande partie du commerce de produits. Je ne sais pas si vous connaissez le Mercosur. C'est une coalition économique comme en Afrique, mais la plus grande partie du transport est fait par voie routière. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec des personnes qui essaient de changer la façon dont le transport est réalisé dans les pays et comment ceci aura un impact sur les ressources énergétiques comme les carburants, par exemple, et l'impact sur la mortalité, surtout sur les enfants. Et ceci aura un impact économique dans l'avenir. Ça, c'est une preuve que nous allons offrir tout d'abord et pour les transports modaux qui sont de grands éléments de l'économie, mais aussi ayant un impact sur d'autres formes d'impact. L'impact de l'étude et l'idée des constructions. Donc, l'industrie de béton, par exemple, c'est l'une de celles qui crée le plus grand impact sur l'environnement. Donc, les émissions de carbone et aussi avec la construction de maisons qui ne sont pas efficientes en énergie. Donc, lier cette idée de réduire l'impact de la pollution de l'air ou sur l'environnement, on bénéficie les enfants. Et donc, c'est pour mobiliser donc de différents secteurs de l'industrie qui créent ces impacts justement sur l'environnement. Donc, maintenant, une question pour Audrey. La question est, entre le matériel particulé et la poussière en suspension dans l'air, à cause du sel de l'eau, est-ce qu'il y a d'autres toxines en plus de celles-ci qui sont associées à la poussière? Parce que les autres processus agricoles. La question est, quelle est la composition donc de la pollution de l'air qui provoque cet impact? Merci de votre question. Et oui, surtout dans dans ce segment de recherche, c'est très intéressant comme nous disaient nos collègues, j'analysais au long du temps. Je n'ai pas pu évaluer exactement les sources spécifiques de cette poussière. Et vous allez voir ici que les cultures
Les plantations sont exactement de l'autre côté de la rue et nous avons l'invasion de pesticides qui vont prendre des contaminants, qui vont provoquer des maladies respiratoires. Une autre source potentielle, c'est que nous sommes dans la frontière avec le Mexique. De l'autre côté de la frontière, nous avons euh, beaucoup de sources d'émissions qui ne sont pas sous notre contrôle, qui sont au-delà de notre contrôle. Donc, nous avons un grand impact. Dans cette étude en particulier, un focus, c'est justement dans ces sources de pollution qui sont justement les résidus des processus agricoles dans l'eau et, leur dispersion sur les cultures. Nous avons aussi les sécheresses. C'était un moment où nous avons eu une sécheresse très forte en Californie et nous avons donc eu une limitation pour les composantes plus détaillées de ceux qui auraient pu aussi contribuer en plus pour ce processus. Et est-ce que vous voyez un changement de politique immédiat ou un type d'adaptation pour vraiment essayer de réduire cet effet? Bon, comme résultat de mon travail, je ne suis pas sûre, nous sommes en cours de publication. En réalité, nous ne recevons pas beaucoup d'attention. C'est justement pourquoi j'ai trouvé que c'était intéressant de faire ce travail. Les familles qui habitent dans cette région sont en dessous de la ligne de la pauvreté. Malheureusement, ces familles, elles créent beaucoup de tensions par rapport aux régions agricoles en Californie. Malheureusement, nous avons la deuxième région la plus productive et la plus productive est beaucoup plus grande que la deuxième la plus productive. Quand les personnes pensent aux agriculteurs, aux producteurs, elles ne pensent pas à notre municipalité. Nous n'apparaissons pas au sommet de la liste, mais il y a aussi un autre problème très sérieux que j'ai mentionné dans la présentation par le biais du droit de l'utilisation de l'eau. Les producteurs, il y a des lobbyistes très forts et très différents d'essayer de renverser les politiques par rapport à l'eau, par exemple. C'est une question politique d'aller contre les producteurs et de dire qu'ils doivent payer plus pour l'approvisionnement d'eau ou qu'ils doivent être plus durables dans leur pratique de plantation. Mais en ce moment, je ne vois pas de changement. Mais j'espère que nous ayons des progrès dans ce sens-là. C'est bien. Évidemment, l'information va avoir un impact sur les politiques. Il y aura toujours des suggestions qui seront un résultat de vos résultats de recherche. Bon, en ce moment, il n'y a rien de très politique, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la poussière qui est émise par des pratiques locales. Et la grande question que je pense qui doit être abordée ici, c'est la valeur économique de l'eau et le pouvoir politique. Et qui détient ce pouvoir politique? C'est une situation assez compliquée. Je n'ai pas pu m'impliquer, je n'ai pas pu m'approfondir sur tous les détails de cette question, mais ceci est au cœur de la question. C'est ça ce qui a créé ce problème. Et en allant en avance, il faudra avoir une approche interdisciplinaire des scientifiques politiques, des économistes seront fondamentaux dans nos efforts. L'un des problèmes que nous avons avec la désertification et l'utilisation de l'eau, il y a plus de poussière à cause de la désertification.
Merci beaucoup de vos clarifications. Une question maintenant en retournant à Anna. Essentiellement, ils disent que ceci va dépendre de votre point de vue. Mais l'étude que vous avez faite à Los Angeles et la corrélation est entre PM2,5 et le développement de l'asthme parmi les enfants et de maladies des enfants, vous avez inclus des mentions, vous avez inclus les émissions dans votre étude. Non, nous n'avons pas de données longitudinales sur les enfants pour exploiter le développement initial. Nous n'avons pas ça dans l'étude, mais je pense que oui, c'est très intéressant. Et il y a eu des études faites en Espagne en évaluant les niveaux de pollution atmosphérique, les niveaux de carbone en réalité dans les salles de classe et la performance scolaire. On a fait une relation avec la performance scolaire au fil des ans. Mais en Amérique latine, pas encore. Nous n'avons pas eu ce défi. Nous n'avons pas compilé des informations par rapport à la santé des enfants, surtout chez les petits-enfants. C'est très difficile de collecter des données. Anna, une autre question sur l'Amérique latine. Essentiellement, quelles sont les principales adaptations et caractéristiques de mitigation qui sont en cours maintenant pour faire face à la question que vous venez de nous décrire? C'est une question difficile, excellente question, mais je ne sais pas si je suis la bonne personne pour y répondre. Je ne suis pas l'expert, mais je pense qu'il y a un défi pour démontrer les évidences, les preuves en Amérique latine. Et dès que l'on puisse collecter des informations par rapport aux polluants atmosphériques et comment ils affectent la santé et aussi l'impact sur l'environnement. À partir du moment où l'on puisse collecter ces données, on peut construire une source de preuves qui va appuyer l'adaptation, la stratégie d'adaptation et de mitigation. Jusqu'à présent, en ce moment, c'est difficile de générer ces preuves. C'est difficile de mettre cela dans l'ordre du jour politique au niveau local, dans les administrations municipales et aussi au niveau des nations, des pays. Merci Anna de votre réponse. La pollution atmosphérique est une source prévalente. Nous devons aborder cette conséquence. Anastasia, par rapport à votre projet et les constats que vous avez repérés par rapport aux carburants fossiles et l'électrification des voitures, comment Chicago va mener ces constats, va diffuser ces constats? La ville de Chicago a commencé à ajouter les bus électrifiés dans sa flotte. Il y a une action politique donc pour l'adoption de ces bus électriques et l'objectif de l'expérience que nous avons fait, c'est d'exploiter quelque chose qui soit facile, adaptable pour la ville, pour pouvoir justement aborder les questions de pollution que nous voyons dans les villes, dans les grandes villes. Merci beaucoup. Et ceci nous mène à l'heure de terminer notre séance. Et j'aimerais donc de renforcer encore une fois qu'il n'existe pas de niveau sûr de pollution atmosphérique. J'aimerais remercier à tous les 5 intervenants et j'aimerais que vous mettiez vos questions, vous poserez vos questions à Myriam sur les incendies naturels et aussi à notre collègue avec ses constats en Inde. Et vous pouvez mettre vos questions sur la plateforme. J'aimerais encore une fois remercier Anna, Anastasia et Aubrey d'avoir participé de ce panel cet après-midi pour que l'on puisse explorer cette question tellement intéressante. Félicitations de votre travail et j'espère que vous profitiez du reste de la conférence et provoquer un grand impact avec votre travail. Merci aussi à vous, Philippi.
Merci. Merci à vous tous et toutes et profitez du reste du webinaire. Merci beaucoup de toutes vos contributions. Merci Philippe. Merci. Merci Madame Madden d'avoir été l'animatrice de cette session. Merci de votre effort. Merci. Quand ils m'ont invité, j'ai dit, ah, j'étais tellement contente, mais j'ai dit, mais